Alors, tactiqué? Oui, OK, c'est parti. parfait. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Denise de Quel Beau Voyage. J'aimerais vous dire en quelques mots qui est Roger. Alors, Roger est notre représentant, notre agence réceptive en Croatie, oui, je dis bien. Alors, Roger a une double de nationalité. Il est franco-croate. Donc, il dessert surtout la clientèle francophone. Alors, c'est la raison pour laquelle avec qui on travaille. Et pour aussi, pour tout ce que Roger peut nous présenter, il peut travailler à la carte, il peut monter des groupes, faire de l'autotour, faire un peu de tout. Donc, ce sont des gens passionnés de leur pays qui nous présentent cette destination. Alors, je vous présente Roger. Je vous laisse entre les mains de Roger pour un petit bout de temps, 40 minutes, et après, ce sera la période des questions. Alors, bonne écoute. Bien, ben, merci Denise et Charlotte. Bonjour à tous de Croatie, hein, comme on dit Dobar dan, hein, en croate. Donc, pour démystifier un peu le personnage obscur que je suis, d'ailleurs, je dois vous apparaître un peu flou, mais c'est des histoires visiblement de caméra, je ne sais pas, Internet. Voilà. Donc, le parler vous l'indique, le prénom aussi, Roger. Donc, de père français, de mère croate. Donc, pour ma petite histoire, j'ai grandi en France, vécu un petit peu en Allemagne aussi. Et puis ensuite, ça fait plus de 18 ans que je suis ici en Croatie. Donc, j'avais envie tout simplement de redécouvrir une partie de moi-même que je ne connaissais pas très bien, même si ma mère m'avait transmis la culture, qu'on était venu, etc. Et puis, voilà, j'ai commencé à travailler comme guide. Et un métier qui m'a vraiment beaucoup plu parce qu'il y a le contact avec les gens, on est tout le temps dans des sites magnifiques, on fait vivre et rêver les gens, hein, parce que c'est ça qui est fort avec le tourisme, c'est justement un moment privilégié de la vie où on sort de sa routine et on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc, le rêve, hein, c'est quelque chose qui nous enrichit. Donc, voilà, j'ai commencé ensuite à me développer dans le métier, faire des circuits, devenu guide conférencier, passer des examens dans les universités, lu beaucoup de bouquins aussi. Et puis finalement, j'ai commencé à travailler en collaboration pour le développement du marché francophone pour une agence locale. Et puis ensuite, petit à petit, ça m'a amené à créer ma propre agence réceptive avec justement la volonté de faire quelque chose d'innovant à l'époque, hein, donc on est en 2013, c'est justement de faire une agence spécialisée sur le marché francophone. Parce que pour moi, la communication, c'est l'élément clé pour la réussite d'un voyage. Et donc, vous comprenez aussi tout de suite ma deuxième spécialité, c'est le tourisme sur mesure. Parce que le tourisme, ça peut pas être une industrie, c'est pas le tourisme de masse, c'est une notion que j'aborde, que je cautionne pas vraiment parce que c'est pas jamais un problème de quantité, c'est une question de gestion ensuite. Et moi, je pense que chacun peut trouver, en fonction de ses aspirations, de ses envies, une façon de découvrir la Croatie particulière parce que justement, le but du jeu, je répète, c'est de faire une expérience. Et vous verrez, je vous présenterai un circuit. Hein, nos voyages sont construits également dans cet état d'esprit. Donc, c'est jamais des produits finis. Vous êtes toujours invité à communiquer avec nous pour dire exactement ce que vous voulez. Donc, on les adaptera en fonction de votre volonté parce que la Croatie, vous allez voir, c'est un pays qui a une énorme richesse. Et donc, voilà, communiquez avec nous et voilà, on s'adapte. Donc, je me suis un peu perdu. Donc, ce que je vais faire, pour pas que vous voyez ma vieille tête chauve, je vais utiliser un PowerPoint pour vous montrer des belles images du pays et continuer à vous présenter toute cette affaire. Parce que ce qui est quand même… Alors, je pense que vous voyez bien toute l'image. Alors, attends, je ne sais pas. Peut-être que comme ça, en plein, vous le voyez mieux. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, notre agence, c'est l'unique agence croate qui a pris cette partie d'avoir cette attitude d'un tourisme sur mesure, donc de ne pas avoir des produits finis du style tu prends et tu lâches, mais justement de s'adapter aux voyageurs. Hein. N'oublions pas que la Croatie, quand même, jusqu'au conflit des années 90, où elle faisait partie de la fédération yougoslave, était quand même dans un régime politique particulier. Ça appartenait ni au bloc de l'Est ni au bloc de l'Ouest. Avec Tito, ils avaient créé la Ligue des pays non alignés. C'était ce qu'on appelle le tiers-monde à l'origine, notion que vous devez
connaître, dans le sens où beaucoup de ces pays ont été dénigrés et tout a été fait des deux blocs pour qu'ils ne se développent pas très bien économiquement. Donc très vite, c'est devenu une image de pays pauvres, de barbares, etc. Mais une expérience politique assez intéressante, mais quand même socialiste, et ce qui fait que les gens, ils avaient quand même un peu cette attitude, voilà, de faire des produits qui ne bougent pas, un peu. De toute façon, c'était toute la logique, encore jusque dans les années 80, d'un tourisme plutôt de masse, des gros tours opérateurs, etc. Donc aujourd'hui, heureusement, on arrive à un tourisme quand même plus fin, donc ce qui fait que Svetlana est tout à fait, avant, elle était avant-garde, maintenant, elle est tout à fait dans l'air du temps. Voilà. Et donc, on est aujourd'hui 5. Voilà, pardon. On est 5 membres dans l'agence. Donc, la maison mère est à Dubrovnik, tout dans le sud du pays, et dans le nord, à Rijeka, l'autre port. Donc là, vous avez l'image de Dubrovnik, hein, la vieille ville, et le port de Rijeka, où on a une autre partie de l'équipe. Voilà. Donc ensuite, il y a la comptabilité et tout. Donc, on est quand même à peu près 7-8. Hein, donc, on est quand même une équipe assez importante. Il n'y a aucune agence en Croatie qui a autant de personnes dédiées entièrement au marché francophone. Voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est la Croatie. Donc, c'est un pays qui est dans ce qu'on appelle la mer Adriatique. Je ne sais pas si vous voyez le curseur, mais voilà, il est là. Donc, la mer Adriatique, c'est une baie de la Méditerranée comprise entre la péninsule des Balkans et la botte italienne. Donc, c'est une partie de la Méditerranée. Donc, à l'époque, d'ailleurs, au 19e siècle, quand commence le tourisme en Europe et dans le monde, eh ben, la Croatie, c'est une des premières destinations mondiales où toute l'élite centre-européenne, hein, justement, et des pays scandinaves et d'Angleterre aussi et de Russie, hein, comme c'est un peu au centre de l'Europe, eh ben, convergeait sur la Croatie avec le développement de 3 grands sites, Dubrovnik, l'île de Hvar et Opatija, que vous avez vu aussi, c'est à côté de Rijeka, dans le nord du pays. Donc, on a une vieille tradition touristique, hein, donc on était dans les tout débuts du tourisme, et en fait, souvent on pense que la Croatie s'ouvre au tourisme et tout, mais non, la Croatie, ça fait très longtemps qu'il y a. Hein, moi, je me rappelle quand j'étais en circuit avec des chauffeurs français qui venaient du sud de la France et tout, ils disaient qu'à l'époque, déjà dans les années 50-60, les hôtels en Croatie, c'était parmi les plus modernes en Europe. Bon, voilà. Donc, ce qui est l'avantage, c'est que c'est un petit pays aussi. Hein, donc, il est assez peu urbanisé. C'est souvent ce que disent les voyageurs quand je suis avec eux dans les bus et tout. Bon, aujourd'hui, je suis plus entièrement que guide. Hein. Maintenant, je suis beaucoup derrière l'ordinateur aussi. Mais j'aime bien aller encore sur le terrain. Hein, par exemple, là, dans 10 jours, événement dans l'ère Covid, hein, et ben, j'ai un premier circuit avec des Normands. Après, j'ai un autre circuit le 2 juin avec des Marseillais. Hein, donc, l'Europe petit à petit s'ouvre. Hein. La France était encore bloquée jusqu'à quelques jours, hein, jusque début mai. Maintenant, petit à petit, ça commence à s'ouvrir. Et donc, bon, naturellement, il faut respecter les mesures d'hygiène, le port du masque dans les espaces fermés et dans les moyens de transport. Il y a des mesures de distanciation dans les magasins. Mais les écoles sont ouvertes déjà depuis 2 mois. Avant, ils étaient online. Hein, également, les terrasses des cafés et des restaurants sont ouverts déjà depuis 15 jours à 1 mois, ça dépend des régions, parce qu'en fait, la Croatie, depuis le début de la pandémie, a tout de suite bien suivi l'évolution de la maladie et a mis en place des mesures très strictes, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de montée exponentielle. Comme c'est aussi peu densément peuplé, il n'y a pas de gros centres urbains en Croatie, ce qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment d'explosion de la maladie comme dans certains sites en Europe qui sont plus peuplés. Hein, la Croatie, c'est 4,5 millions d'habitants, hein, donc ce n'est pas énorme, hein, pour une surface de 56 000 km². Donc, si vous regardez, ce n'est même pas la moitié de la population qu'il y a dans l'Île-de-France. Voilà. Donc en fait, les mesures, on suit les réalités régionales. Donc certaines régions ont été fermées un peu plus longtemps, ont eu des mesures un peu plus strictes, d'autres ont été ouvertes plus facilement. Donc aujourd'hui, pour venir en Croatie, il faut soit un test PCR, soit un test antigénique. Mais si vous avez un test antigénique, il faut le renouveler au bout de 9 jours. Voilà, si votre séjour dure plus que 9 jours, il faut le refaire. Si vous avez été vacciné avec les 2 doses, il n'y a pas de problème. Hein, il faut simplement la confirmation. Donc là, vous rentrez sans problème. Et également, la troisième solution, c'est si vous avez eu le corona.
Et donc, vous avez une attestation que vous l'avez eue. Donc, là, il n'y a pas de problème non plus. Voilà. Donc, les mesures sont relativement faciles. Donc là, par exemple, avec les deux groupes, comme tous les gens ne sont pas vaccinés encore, on va devoir refaire simplement quelques tests parce que c'était des circuits qui ont été montés en 2019 à la base où on leur faisait faire un petit tour en Bosnie-Herzégovine, un petit tour au Monténégro, dans des pays voisins pour découvrir la richesse culturelle des Balkans. Et donc maintenant, ça arrive que il faut faire des tests pour entrer en Bosnie, il faut refaire un test 2 jours avant pour aller au Monténégro. Donc, mais c'est bien géré parce que les hôtels, ils ont bien pris le pli et ils font venir les médecins dans l'hôtel. Donc, en fait, on réserve le créneau, 1 heure, et puis tous les gens reçoivent leur bâton dans le nez. Et puis c'est réglé très facilement. Ils reçoivent les confirmations par mail et l'hôtel le reçoit aussi. Donc, on peut imprimer les papiers. Donc, ça se fait vraiment de façon très, très souple. Nous-mêmes, notre agence, on a des contacts avec des cliniques dans toutes les grandes villes de départ de Croatie parce qu'il faut un test ensuite pour repartir. Donc, tout ça, ça se gère parce que pour pas que vous ayez à l'hôpital, pour pas que vous ayez à faire des queues, on prend des rendez-vous. Donc, tout ça, c'est bien géré. Mais aujourd'hui, dans la vie quotidienne, à part le port des masques quand on rentre dans un magasin, on ne sent pas vraiment l'effet Corona. D'ailleurs, en ce moment, visiter la Croatie, c'est une bonne opportunité parce que j'étais avec des groupes au mois d'août de l'année dernière dans des grands sites comme les parcs nationaux de Plitvice avec leurs cascades et tout. Normalement, c'est assez dense au mois d'août. C'est là quand même, c'est une destination qui est quand même assez saisonnière. Donc, juillet-août, c'est quand même des périodes où il y a beaucoup de gens qui viennent et certains sites peuvent être assez denses, même si les parcs nationaux ont des quotas horaires. On ne fait pas rentrer tout le monde en vrac, c'est réglementé pour pas non plus détruire la nature trop. Et donc, voilà, là, le mois d'août dernier, c'était très fluide, il y avait très peu de gens, on pouvait vraiment profiter des sites naturels et des sites comme Split, comme Dubrovnik qui sont normalement très, très… Enfin, il y a la foule, alors que là, c'était vraiment très, très humain. Donc, s'il faut venir en Croatie, profitez de la Corona parce qu'en ce moment, les sites sont très accessibles. Voilà. Donc, aussi, ce qui est important à comprendre avec la Croatie, c'est que ça reste une destination assez authentique. Vous allez voir, je vais vous le présenter, avec un héritage qui est très vivant et auquel les gens y tiennent beaucoup. Ça, c'est aussi important. Voilà. Donc, bon, vous avez vu un petit peu sur la carte avant comment se présente la Croatie. Donc, en fait, avant de parler du pays, je vais peut-être parler un petit peu d'histoire. En fait, elle se trouve sur un très ancien chemin commercial qui était donc la mer Adriatique que je vous ai présenté entre l'Europe et l'Asie mineure. Donc, ce chemin commercial, c'était un des chemins principaux au monde, déjà depuis les Celtes, qui apparaissent au nord des Balkans, justement, sur l'Autriche et tout, qui s'en servaient pour échanger avec les civilisations d'Asie mineure. Donc, c'est des échanges de biens, de techniques autour du travail des métaux, parce que c'est l'âge de fer, l'âge de bronze, etc. Et puis ensuite, ça a été récupéré par les vieux Grecs, donc, qui n'étaient pas des grands marins de haute mer. Vous connaissez les histoires, tous les marins grecs qui sont partis en haute mer, ils se sont perdus. Ça fait des grosses légendes, mais bon, voilà. Et eux, ils suivaient simplement les côtes en faisant des comptoirs commerciaux à une distance d'à peu près 1 journée de navigation, parce qu'ils ne naviguaient pas de nuit, surtout avec ces côtes rocailleuses. Et donc, c'est ça l'origine de la plupart des villes de Croatie, qui sont aujourd'hui les villes principales du pays. C'est des anciennes colonies grecques récupérées par les Romains et ensuite récupérées par les Croates quand ils arrivent au 7e siècle. Et ça, c'est une grande opportunité pour la Croatie. C'est ce passage commercial qui fait qu'il y a des Turcs, des gens d'Asie mineure, des Égyptiens à l'origine à verrerie montés en Europe depuis l'Égypte, des tissus de Perse. Les Celtes, c'était des grands techniciens. C'est eux qui inventent les premières techniques de combinaison du métal et du bois. Ils inventent le tonneau, parce qu'ils aimaient bien picoler mais ne produisaient pas de vin. Donc, le tonneau, c'est la grande révolution de l'époque, comme le conteneur dans les années 80 pour faire des gros bateaux porte-conteneurs qu'on a. À l'époque, le tonneau, c'est le premier moyen de conditionner qu'on peut facilement transporter et qu'on peut empiler sur les bateaux. Enfin, voilà. Les premières moissonneuses mécaniques, c'est les Celtes, etc. Donc, tout ça, ça enrichit justement le territoire des Balkans, du point de vue technologique, culturel, etc. Un autre moment important dans l'histoire des Balkans, c'est quand l'Empire romain se divise en 395
Et la limite de partition entre les deux empires est justement au sud de la Croatie. Ça, c'est important parce que ça va définir un peu les cultures des Balkans. Parce que la Croatie, la Slovénie et le nord des Balkans, ça va regarder vers l'Europe et vers Rome, l'Empire romain d'Occident. Et eux, ils vont tout baigner dans toute cette culture européenne qui va évoluer pour donner des états de droit, avec des lois écrites. Puis, avec la Renaissance, émerge cette nouvelle idée de progrès dans la tête des gens, ce qui se traduit dans l'art comme… vous avez tous vu des dessins de Léonard de Vinci, justement, on ouvre des perspectives, on fait des paysages, on met des personnages en mouvement pour montrer que l'homme, il a des perspectives, qu'il a un avenir, qui peut aller et qui peut changer sa situation, qui peut être en mouvement. C'est toute l'idée de progrès qui est symbolisée par cet art. Et dans l'économie, c'est le libéralisme, voilà, dans lequel on baigne encore aujourd'hui. Et ensuite, au 19e siècle, la notion de nation se crée en Europe. Et donc, la Croatie, petit à petit, commence à affirmer son État national. Et voilà, finalement, les Alliés ont forcé cette Yougoslavie. La Yougoslavie, c'était une construction artificielle des Alliés d'après la Première Guerre mondiale. Et donc, il a fallu la casser parce qu'on a fait vivre des gens avec des cultures très différentes ensemble, ce qui a assez peu bien marché. Et finalement, dans les années 1990, la Croatie a pris son indépendance. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que tout le sud des Balkans, du coup, ça regardait toujours vers l'Asie mineure, donc Byzance dans un premier temps. Byzance, ce n'est pas un résidu d'empire romain, ça va être un empire qui va rester très puissant jusqu'au XVe siècle. Et ensuite, l'empire ottoman, qui va aller jusqu'à la frontière croate. Voilà. Donc, ils vont aller jusqu'à Vienne aussi, un peu plus loin, mais ils vont être repoussés assez rapidement. Et donc, ça se maintient au sud de la Croatie. Donc, tout le sud des Balkans, c'est orthodoxe, alors que la Croatie, c'est catholique. Donc, la différence de religion illustre une différence de culture. Elle ne l'explique pas. Ça, c'est aussi important. Et donc, de toute façon, dans les Balkans, avec tout ce passage des gens dans tous les sens, on a plein de mouvements culturels, religieux. On a même en Croatie des catholiques du rite grec. Il y a plein d'originalités. Il y a des Bogomils qui étaient des sortes de cathares des Balkans en Bosnie-Herzégovine, qui s'inspiraient beaucoup de la dualité de la religion perse. Enfin, du point de vue culturel, les Balkans, c'est vraiment au centre de la Méditerranée. Ça touche l'Europe, ça touche l'Asie mineure. C'est vraiment le noyau, le résumé de toutes les civilisations. N'oubliez pas qu'au sud des Balkans, il y a la Grèce. Voilà. Donc, en même temps, la Croatie, c'est un petit pays, comme je vous l'ai dit, mais très riche en paysages. En fait, il faut la voir comme une mosaïque d'identité et de paysages. Et c'est ça qui est fort parce que vous pouvez faire des circuits où vraiment chaque jour est une nouvelle expérience. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que voilà, dans le théâtre ou dans le cinéma, ils ont 2 heures pour vous faire vivre, pour vous faire vibrer. Alors que nous, c'est 15 jours, voire plus, quoi, des fois. Donc, il faut créer de l'émotion. Voilà. Donc, c'est dans cet état d'esprit qu'on travaille nous aussi. Et la Croatie nous le permet parfaitement, justement pour… Vous allez voir un exemple de circuit. Chaque jour doit avoir sa plus-value par rapport à un autre. Voilà. Donc, 3 grands paysages que connaît la Croatie. Donc, la capitale, c'est Zagreb. Je pense que vous voyez le curseur, c'est l'entrée des plaines pannoniennes. Les plaines pannoniennes croates qui débordent sur la Hongrie. Ces plaines pannoniennes, c'est la plus grande plaine nourricière du centre de l'Europe. Donc là, c'est bien continental, architecture baroque et c'est saucisses et bonne bière. Voilà, beaucoup dans les dialectes, excuse-moi, beaucoup de mots influencés de la langue germanique, parce que là, il y a la Hongrie et juste au-dessus, il y a l'Autriche, puis l'Allemagne et tout. Voilà. Ensuite, il y a les chaînes dinariques, ces 5 chaînes de montagnes qui se connectent aux Alpes, qui sont juste ici, là où j'ai mon curseur, là en haut de la photo, et qui descendent en parallèle jusqu'en Grèce. Donc, les montagnes dinariques, c'est un contexte particulier parce que c'est une roche calcaire. C'est un paysage qu'on appelle le karst. Et le calcaire, vous avez tous manipulé le matériau dans votre jeunesse, sur les tableaux d'école et tout, c'est une roche très friable et soluble à l'eau.
Donc, ce qui fait que l'attaque de l'eau sur la roche, ça crée des canyons, ça crée des phénomènes d'eau pétrifiante parce que les eaux sont très riches en calcaire et quand on repasse dans la végétation, ça se pétrifie à grande vitesse, bon, à l'échelle géologique, mais on peut le voir à l'échelle humaine aussi. Et donc, ça crée des cascades avec des formes très organiques, etc. Les roches sont ciselées par le ruissellement de l'eau en surface. Ça fait des sortes de cathédrales gothiques à l'extérieur. Et ça explique tous les parcs nationaux qu'on a en Croatie, que de nombreux films ont été tournés, mais déjà depuis longtemps en Croatie. Winnetou, un vieux film de western européen, a été tourné en Croatie. Donc, c'est formidable. Je vous montrerai des images. Là, je vous laisse un petit peu cogiter dans mon blabla, mais vous allez pouvoir le voir par vous-même. Et j'espère que vous le verrez en vrai. Hein, je vous... Et un autre grand paysage de la Croatie, c'est le contexte méditerranéen et les îles. Voilà. 1200 îles en Croatie. C'est une des plus fortes densités au monde d'îles par rapport aux linéaires côtiers. D'ailleurs, pour revenir à l'histoire, ça explique aussi pourquoi tout le trafic entre l'Europe et l'Asie mineure jusqu'au XVIIe siècle. XVIIe siècle, ça s'arrête là parce qu'à partir de là, vous connaissez l'affaire, le marché se décale sur l'Atlantique. Hein, c'est là où les Européens commercent avec les Amériques en passant par l'Afrique, etc. Voilà. Et c'est à ce moment-là que toutes les civilisations méditerranéennes commencent à chuter petit à petit. Voilà. Et la Croatie aussi, et les grandes villes croates dans le lot. Parce que n'oubliez pas que Dubrovnik, Šibenik, Split, hein, c'était des villes qui, au Moyen-Âge, hein, jusqu'au XVIIe siècle, comptaient dans les 10 000 habitants. Hein. C'est du rang de Paris, Florence, Nuremberg, parmi les plus grandes Anvers, parmi les plus grandes villes d'Europe. Voilà. Voilà. Et avec toutes ces îles, comme elles sont toutes longues, fines et en enfilade, hein, ça forme des canaux de navigation. Et donc, ça protège par rapport à la haute mer. Et c'est pour ça que le trafic, il avait tendance à aller le long de la côte croate. Et c'est pour ça qu'il y a une surdensité de colonies grecques anciennes, antiques, du côté est de la mer Adriatique, alors que du côté italien, il y en a déjà beaucoup moins. Voilà. Ça explique pourquoi Venise, qui se trouve au fond de la mer Adriatique, hein, eh ben, a tout le temps cherché à conquérir la côte croate. Hein, ce n'est pas pour les 2-3 cailloux et les 2 olives qu'il y a dans le territoire. Hein, c'est pour maîtriser le cordon commercial. Et ça aussi, c'est un grand pan de l'histoire de la côte méditerranéenne croate, c'est ces attaques incessantes de Venise. Et l'héritage vénitien, parce que finalement, ils vont réussir à récupérer des trucs, hein, il est quand même assez présent aussi sur la côte. Pas dans tous les sites, parce qu'il y a des villes comme Dubrovnik qui vont toujours résister à Venise, hein, une sorte de petit Monaco local, hein, une petite cité-État. Mais voilà. Donc, ça explique également que on a énormément de parcs nationaux, ça je vous l'ai dit, hein, essentiellement dans les montagnes, mais aussi on a des parcs nationaux maritimes, parce que les îles de Croatie, il faut les voir comme le prolongement des chaînes dinariques. En fait, il y a la plaque africaine qui glisse, hein, la plaque tectonique africaine qui glisse sous la plaque européenne, sous les Balkans, ce qui a fait remonter les sols marins. C'est pour ça qu'il y a du calcaire en surface. Et en parallèle à ce phénomène des remontées des sols marins, c'est rajouté un autre phénomène, c'est la grande transgression glaciaire de moins 10 000 avant Jésus-Christ, hein, qui va lancer le début de la sédentarisation de l'humanité. Et ça fait monter le niveau de la mer et les chaînes dinariques qui étaient le plus à l'ouest ont été englouties. Donc toutes les îles de Croatie, c'est des crêtes ou des sommets de montagnes engloutis. Et c'est pour ça que c'est surtout une côte de rochers. Il y a des plages en Croatie, j'allais dire qu'il n'y a pas beaucoup de plages, il y a des plages en Croatie, mais il faut savoir où, parce que c'est surtout une côte où c'est des montagnes qui jettent directement dans la mer, ce qui fait la beauté des paysages. Hein, vous pouvez faire des randonnées, vous êtes en haute montagne et vous avez des vues sur les îles et la mer, c'est quand même formidable. Et ça explique la clarté de l'eau, comme c'est assez profond, hein, c'est des fonds de vallée remplis d'eau, et ça précipite, les sédiments précipitent très profondément. Jacques-Yves Cousteau, le grand barboteur français, avait dit que les eaux de Croatie sont parmi les plus propres de Méditerranée. Quand on est dans l'eau, à Dubrovnik par exemple, à l'horizontale, on a 56 mètres de transparence de l'eau, ce qui est quand même formidable. D'ailleurs, le film sur Jacques-Yves Cousteau, hein, a été tourné en Croatie aussi. Voilà. On a énormément de sites également, enfin énormément, on a beaucoup de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, qui sont surtout le long de la côte. Pas de surprise, c'est justement ces anciennes colonies grecques récupérées par les Romains, etc. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant quelques petites images de notre beau pays. Donc, je vous avais parlé des montagnes, hein, je commence par ça. On va passer d'en haut vers le bas. Donc, là, vous voyez justement le parc, sur la droite, le parc national Velebit,
Hein, on est à 1700 mètres d'altitude, on a la randonnée de haute montagne et on a des vues sur les îles du golfe du Quarner. Hein, donc, c'est quand même formidable de faire la haute montagne et d'avoir des vues sur les îles. Sur la gauche, c'est le parc national des Plitvice, qui est l'unique monument naturel de Croatie classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est 16 lacs qui se déversent l'un dans l'autre. Et c'est justement ce phénomène des eaux pétrifiantes. Parce que en passant dans la végétation, ça crée des cascades. L'eau se crée son propre obstacle. Donc, ça fait des formes très organiques. Hein. C'est une roche de surface qu'on appelle le travertin. Peut-être que certains ont des carrelages à la maison. Ceux qui ont du travertin à la maison, ils savent qu'il y a cette empreinte organique dans la roche, hein, parce que c'est de la végétation fossilisée très rapidement. Et donc, vous baladez sur des chemins, c'est très facile et abordable, vous vous baladez littéralement sur l'eau, hein, donc par moment, avec des chemins, avec des planches, comme ça, des rondins rabotés sur la surface, et comme ça, vous baladez, c'est en même temps un aménagement léger qui permet de ne pas perturber le phénomène naturel. Et comme il y a une précipitation du calcaire au fond des lacs, ça fait des eaux turquoises. Franchement, c'est un paradis sur Terre. Donc voilà encore quelques images du parc national de Plitvice et des cascades. Là, c'est la version en automne parce que chaque moment de l'année est particulier dans le parc national. Voilà. Donc à nouveau, c'est une zone idéale pour les activités sportives, canyoning, rafting et tout, randonnée. Hein, là, vous voyez sur la gauche, dans le parc Vélibit aussi, le travail de l'eau sur la roche. Hein, quand je vous disais, c'est la roche sculptée par les eaux. Voilà. Donc aussi un élément qui est remarquable en Europe, parce que la Croatie, c'est un des rares pays d'Europe où on a une population stable d'ours. Ce qui montre le souci écologique qu'on a, parce qu'au-dessus des autoroutes, on a des passages à gros gibier, hein, pour justement maintenir la population des ours. Voilà. Donc, si vous cherchez une destination vraiment écologique, hein, et ben, la Croatie, parce que l'ours, c'est le meilleur indicateur d'écologie. Hein, si l'ours arrive à vivre en communauté avec l'homme, hein, ça veut dire qu'il faut au moins, pour avoir des populations d'ours, au minimum, 3 populations d'ours d'à peu près une centaine d'ours qui sont distantes d'à peu près 150 à 200 km, hein, pour que les mâles aillent fertiliser les femelles des autres. Hein, parce que si elles fertilisent les siennes, ce n'est pas bon pour la consanguinité et tout. Voilà. Donc, on peut voir aussi des refuges d'ours, etc. Bon, je ne m'étends pas sur le sujet. J'arrive dans les plaines. Donc, à l'entrée des plaines se trouve Zagreb, hein, qui va vite se développer comme une ville de foire. Hein, au Moyen-Âge, c'était très important. Hein, et comme c'est justement au carrefour entre l'Autriche et la Hongrie, au nord, les plaines pannoniennes et le Danube qui borde la Croatie sur l'est. Hein, au sud, il y a les Balkans, vers l'ouest, il y a la mer Adriatique. Donc, c'est vraiment un carrefour. C'est comme ça que la ville va se développer. Donc, c'est une ville où s'est concentrée la tradition féodale croate. Hein, donc, une ville où il y a beaucoup de châteaux. Il y avait toute la noblesse croate qui se cristallise là autour. Et la ville de Zagreb a été énormément développée au XIXe siècle dans ce style sécession, hein, typique du centre de l'Europe, comme vous retrouvez à Prague ou à Vienne, etc. Hein, ça, c'est le théâtre national. Et donc, voilà. Donc, autour de Zagreb, c'est des paysages très bucoliques, champêtres, etc. Voilà, donc ça, c'est des images encore de Zagreb. Hein, on retrouve un petit peu ces façades typiques du centre de l'Europe, avec des originalités architecturales. Hein, une très belle église qui se trouve entre le Parlement et le gouvernement croate. Hein, c'est la place Saint-Marc à Dubrovnik, à Zagreb, hein, avec une très jolie toiture en faïence. Voilà. Donc, les plaines pannoniennes, c'est beaucoup de bois, c'est la culture agricole, beaucoup d'artisanat très ancien. Là, je vous montre une image du village ethnographique Kumrovec, qui se trouve à côté de Zagreb, qui a donné naissance d'ailleurs au président Tito. Donc, comme dit, Tito, qui a quand même… Donc, le village ethnographique, il est super bien fait, puisqu'on peut se balader dans les maisons. Ils ont mis des statues grandeur nature de personnages habillés à l'ancienne, dans l'attitude, dans la position de leur métier. Hein, donc, on voit un forgeron, enfin, voilà. Donc, c'est figé, mais c'est sympa. Ça donne quand même une bonne idée de la vie du village, parce que tout le village est rempli, du coup.
Et c'est dans ce village qu'était né Tito, comme dit, qui a quand même eu une expérience politique très intéressante, avec son autogestion, de faire des entreprises privées, mais en possession des travailleurs. Ça, c'était son concept. Voilà. Donc, un panachage entre le capitalisme et le communisme, qui a assez bien marché parce qu'il y avait un assez haut niveau de vie en Croatie et en Yougoslavie à l'époque. Mais bon, ensuite, les temps ont changé. Voilà. Là, je vous montre encore quelques châteaux. Je vous avais dit que les seigneurs croates étaient concentrés autour de Zagreb. Donc, il y a plein de villes médiévales, fortifiées, et des châteaux. Ça, c'est la ville de Varaždin, où on mange très bien aussi. Voilà, le château de Trakošćan, très joli, avec un lac artificiel fait dans le style romantique. Voilà. Alors, naturellement, les plaines pannoniennes, c'est bordé par la Save au nord qui fait frontière avec la Hongrie, le fleuve de la Drave au sud qui fait frontière avec la Bosnie-Herzégovine, et ça va jusqu'au Danube. Donc, c'est plein de zones humides. Il y a beaucoup de réserves naturelles qui sont classées Ramsar. Et là, je vous montre un peu des paysages du parc naturel de Kopački Rit, qui est près de Vukovar. Vukovar, qui est une ville qui borde le Danube, de l'autre côté duquel est aussi de très bons amis à nous, les Serbes. Donc, c'est une ville qui avait beaucoup souffert lors du dernier conflit et d'explosion de la Yougoslavie, justement quand il y a eu l'attaque de l'armée serbe sur la Croatie. Et donc, là, on retrouve à nouveau le style sécession de l'époque. Et puis des petits bonhommes qui pissent, ça, il n'y en a pas qu'à Bruxelles. Voilà. On arrive en Méditerranée, un des paysages quand même les plus remarquables du pays. Donc c'est une côte très échancrée, parce que comme c'est des montagnes qui jettent directement dans l'eau, ça fait plein d'anciennes criques, etc. D'ailleurs, le type côte dalmate, la Dalmatie, c'est la partie sud de la côte croate, c'est un type géographique reconnu. C'est le troisième type de côte le plus échancré au monde. Le premier type, c'est le type côte norvégien. Ensuite, le type côte grecque, mais c'est déjà dans les Balkans, donc c'est déjà ce type de paysage. Ensuite, le type côte dalmate. Voilà. Donc là, vous avez de très jolies images, un petit peu de l'échancrure de la côte. Là, vous avez vu d'en haut la petite ville de Primošten, qui est reliée au continent par un petit lido de sable. Et là, vous avez la plage de Zlatni Rt, qui est sur l'île de Brač, à côté de Split, qui a été classée par le New York Times parmi les 20 plus belles plages au monde. C'est deux plages de sable très fin blanc qui se rencontrent en fait pour former un cap. Donc là, je vous fais du nord vers le sud. Je vous montre quelques images des villes principales touristiques croates. Donc avec Poreč, qui est connu pour sa basilique d'Euphrasius, qui date du 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. C'est le début du du christianisme. Donc c'est une cathédrale construite avec beaucoup de mosaïques dans le style byzantin, comme vous le voyez sur la droite. C'est magnifique. J'étais l'année dernière, dès que ça s'est ouvert avec le corona, avec ma femme, on est parti en Istrie, dans le nord-ouest. Là, on est en Istrie, tout dans le nord du pays. On y mange très bien. Ils ont la spécialité de la truffe. La plus grosse truffe au monde a été trouvée en Istrie. D'ailleurs, vous le verrez dans le programme, on intègre la chasse aux truffes, où vous partez avec un truffier dans la forêt et leur chien, et vous cherchez vous-même des truffes dans la forêt, et on en trouve toujours, c'est marrant. Et ensuite, vous faites une dégustation, et là, huile d'olive à la truffe, jambon à la truffe, ensuite, ils vous font l'omelette avec des truffes qui râpent juste devant vous, c'est un régal. Voilà. Donc, voilà la ville de Poreč. Rovinj, une des plus jolies villes de l'Istrie, au nord-ouest de la Croatie, avec plein de… C'est sur un petit cap. Nous, on était d'ailleurs justement logés à Rovinj avec ma femme. Et donc, c'est plein de ruelles torses, il y a plein d'artisans, il y a un marché très vivant, avec des spécialités de truffes aussi, de champignons. Ils ont une espèce de bovin particulier, boškarin, en Istrie. Donc, je veux vous dire, en Istrie, on mange bien. Entre les spécialités maritimes, leur bœuf local et tout ça, c'est vraiment le top. Voilà, donc la particularité de Rovinj, c'est que c'est plein de façades de couleurs différentes, c'est assez vivant. Exemple d'héritage vivant, romain, l'amphithéâtre de Pula, toujours en Istrie. On s'en sert encore aujourd'hui pour faire des représentations de théâtre.
Voilà. Ce qui fait que, comme on s'est servi de cet héritage, eh ben, il s'est maintenu. Hein, on n'a pas utilisé les pierres pour faire autre chose. Hein, c'est pour ça qu'on a vraiment cet héritage qui est maintenu en Croatie et qui est vivant, hein, parce qu'on s'en sert encore aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça, c'est visitable. Ensuite, on part parmi les plus grandes îles de la Croatie, c'est les îles du golfe du Kvarner, au nord du pays. Il y a des très jolies images comme l'île de Sres, qui est connue pour son espèce de vautour à tête blanche, hein, qui est aujourd'hui protégée, mais on peut les voir. Moi, j'étais d'ailleurs en randonnée, c'était il y a 2 ans, et on a vu une dizaine de vautours, c'est assez impressionnant. Ils nous ont tourné autour, du coup, au bout d'un moment, on a commencé à se poser des questions. Voilà. Voilà l'île de Pag. Donc, ça, c'est pour vous montrer un peu ces îles du golfe du Kvarner qui ont la particularité, comme il y a le massif Velebit, c'est une grande chaîne de montagnes, je vous avais montré des photos de rando avec les îles et tout, et ça génère un très fort courant d'air qui descend des montagnes. Le courant d'air va taper sur la mer, soulève les embruns qui sont pleins de sel, et sur le côté est des îles, elles sont complètement brûlées par le sel. Ce qui fait que, du coup, en laissant les troupeaux là-dedans, il y a quand même quelques plantes aromatiques et médicinales et puis pionnières qui s'en sortent. Et les troupeaux de bovins, pas de bovins, d'ovins, des moutons, des chèvres et tout ça, quand ils mangent ces herbes, eh ben, ça fait une viande naturellement salée, hein, qui est très bonne et connue. Donc, l'agneau à la broche, c'est très connu sur ces îles. Et ça fait un fromage légèrement salé enrichi de ces herbes aromatiques. C'est pour ça que les fromages du golfe du Kvarner sont très réputés. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est quand on se balade sur ces îles, c'est que d'un côté, elles sont complètement nues et pierres, et rocailleuses, hein, comme vous voyez là. De l'autre côté, c'est vert et il y a les villages et il y a toute la vie. Voilà. Là, on rentre en Dalmatie, hein, dans le sud de la côte croate, avec la ville de Zadar, comme vous la voyez aujourd'hui. Hein. Donc, le centre-ville de Zadar, c'est un forum romain. Voilà, là, vous voyez les restes qui sont exposés. Et on voit encore les traces au sol, hein, des anciens magasins romains, du forum, une colonne romaine. Ça, c'est une église qui a été construite au IXe siècle sur le modèle de celle d'Aix-la-Chapelle, hein, à un moment où l'évêque de Zadar, Donat, était un bon ami de Charlemagne. Voilà, là, ça vous montre un peu des images, hein, des îles croates avec le parc national des Kornati, qui, quand on regarde les Kornati, c'est la plus forte densité au monde d'îles. Hein, c'est vraiment un puzzle entre la mer et les îles. Quand vous baladez là-dedans en bateau, hein, parce que c'est comme ça que ça visite le parc national, vous vous en sortez plus. Vous ne savez plus où est le continent, la mer, les îles. Vous êtes tout le temps surpris, en fait. Et les eaux sont délicieuses pour se baigner. Voilà, donc Šibenik, une ville croate qui est particulière parce que ça déroge, hein, ce schéma des vieilles colonies grecques récupérées par les Romains. C'est une ville qui a été fondée par les Croates au IXe siècle. Donc ça montre que très rapidement, les Croates récupèrent cette culture gréco-romaine, hein, et se l'accaparent pour fonder leur propre ville. Voilà. Avec une solution architecturale très particulière parce que les sculpteurs dalmates étaient très connus. Hein, ils sont partis travailler en France, en Italie. D'ailleurs, la pierre de l'île de Brač, qui est connue, hein, je vous montrerai une photo de Brač après, elle a servi à faire la façade de la Maison Blanche à Washington, certaines parties du Sacré-Cœur à Paris, le Parlement de Vienne. Enfin, il y a encore une école de sculpture et c'est un produit qui est encore bien exporté. Et du coup, taper sur la pierre, ça fait longtemps qu'on sait le faire en Croatie. Et du coup, ils ont des solutions architecturales comme à Šibenik. On n'a jamais fait une cathédrale sans système de contrepoids. En fait, c'est des pierres qui s'emboîtent les unes dans les autres, un peu comme le système de la tenon mortaise avec le bois. Voilà. Donc, on n'a jamais fait ça depuis, avant et depuis à si grande échelle. Bon, quelques images encore de parcs nationaux avec ces cascades de travertins. Ça, c'est au centre de la Dalmatie, ce qui montre qu'on a d'autres sites de ce type un peu partout. On se passe un peu vite. Trogir, qui est une ancienne colonie grecque. Hein. La photo est peut-être aussi floue que moi, là. Hop. Voilà, ça c'est Split. Alors Split, ça demande quand même, c'est la deuxième plus grande ville de Croatie, le centre de la Dalmatie. Et ce qui est formidable à Split, c'est que le centre-ville est un palais romain, le palais de l'empereur Dioclétien. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à travers le temps, hein, les gens ils sont intégrés à partir du 7e siècle quand sont arrivés les Croates, les Romains se sont réfugiés dans ce palais fortifié. Et toute la vie de Split jusqu'au Xe siècle s'est déroulée dans l'enceinte de ce palais romain. Donc, vous voyez ce qui s'est passé, hein,
entre des colonnes romaines, ils ont intégré leur maison, etc. Et puis c'est pratique, les Romains, ils avaient construit pour durer en plus. Donc au lieu de faire 4 murs, on n'en a plus que 3 à faire en s'appuyant sur le mur romain. Et puis les styles changent, c'est du roman, puis du gothique, puis du Renaissance. Et ce qui fait que, encore aujourd'hui, la ville de Split se recrée et son centre se recrée. Donc c'est en fait, ce qu'on voit à Split, c'est un palais romain avec un mélange de styles architecturaux en pleine ébullition, parce qu'il se recrée encore aujourd'hui. Moi, j'aime bien l'anecdote d'un guide de mes amis autrichiens et qui avait voulu visiter le palais de Dioclétien à Split, il ne l'a jamais trouvé. Il s'attendait à voir des vieilles ruines romaines loin de toute réalité moderne et il n'avait pas compris que c'était le centre-ville même de Split. Voilà. Donc, en plus, avantage touristique, il n'y a pas d'entrée à payer puisque c'est le centre-ville de Split. Voilà. Donc voilà, ici on sent bien encore, parce qu'il y a 3 murs du palais qui sont entièrement visibles encore. Sur le mur ouest, les maisons, comme c'est par là que s'est étendue la ville à partir du Xe siècle, eh ben, les maisons se sont collées sur le mur d'enceinte extérieure, donc on ne le voit plus si bien. Voilà. Voilà. Bon, ça, des images typiques des îles de Dalmatie. Regardez la clarté de l'eau. On a l'impression que les barques, elles flottent. Et ces petits villages en pierre, ça aussi, c'est formidable. De toute façon, si vous travaillez avec Quel Beau Voyage, vous comprendrez le nom de l'agence. Vous allez visiter. L'idée, c'est de voir aussi cette authenticité. Là, vous allez voir, là, c'est une image du parc national, du parc de nature, pardon, c'est pas un parc national, de Biokovo, qui culmine à 1700 mètres, et il y a la ville de Makarska. Ce qui fait que comme la commune s'étend jusqu'au sommet, c'est la ville au monde qui a le plus de dénivelé, puisqu'elle est à un niveau zéro et elle monte jusqu'à 1700. Donc ça, c'est des images typiques de la côte croate. Voilà, ça c'est le Biokovo depuis l'île de Brač, un nouveau, vous voyez ces formidables paysages avec des montagnes en bord de mer, vous avez tout, et la clarté de l'eau. Voilà, une autre île très connue pour la culture des huiles essentielles, déjà depuis le Moyen-Âge, notamment la culture de la lavande. C'est l'île de Hvar. C'est aussi un des premiers sites touristiques qui s'est développé. Donc, l'année dernière, en juin, avec ma femme, je l'ai amené en Istrie pour qu'on se remplisse la panse, les truffes et tout, bien rigoler. Et ensuite, au mois de septembre, après une saison, la saison, on est parti sur l'île de Hvar, justement pour se déconnecter de toute réalité moderne. Voilà. Une autre île qu'on utilise beaucoup dans nos circuits, vous allez voir, c'est l'île de Korčula, qui a donné naissance d'ailleurs au grand navigateur Marco Polo, à un moment où Venise s'était déjà accaparé l'île. C'est pour ça qu'il avait travaillé sous le drapeau vénitien, mais à l'origine, il est né d'une des colonies. Voilà. Le parc national de l'île de Miette, paradis de nature. C'est sur cette île d'ailleurs que Ulysse serait resté avec la nymphe Calypso pendant 7 ans, oubliant la belle Pénélope qui continuait à broder. Voilà. Voilà, là on s'approche de Dubrovnik avec l'archipel des Élaphites. Et en toute beauté, Dubrovnik, ancienne ville-État, qui a toujours eu son indépendance jusqu'au 19e siècle, qui est arrivé à un très très haut niveau de développement, avec un système où il n'y avait pas de chef. Le recteur, comme on l'appelait à Dubrovnik, il a été élu pendant 1 mois, et pendant son mandat, il était enfermé dans le palais des recteurs avec interdiction de voir sa femme et ses enfants. Donc vous pouvez être imaginé qu'au bout d'1 mois, il était motivé de quitter son poste. Mais ce n'est pas lui qui dirigeait, lui, il avait surtout un rôle de mascotte, c'est ça toute l'idée de l'affaire, et c'est le Grand Conseil, l'Assemblée des nobles, en fait, qui dirigeait, avec quand même la volonté de créer un développement total pour la République. Il y avait des crédits qui étaient déjà au Moyen-Âge accordés aux gens pauvres, du tiers-état, comme on dit à la française, parce que c'est ça qu'on appelait un bon citoyen à Dubrovnik, c'est quelqu'un d'une basse classe sociale qui prend un crédit et qui arrive à monter sa petite affaire. Parce que quand il arrive à faire du business, il paye des taxes et il rapporte de l'argent à l'État. Donc c'était ça. Dubrovnik, il faut tout comprendre par l'argent, de toute façon. Eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est faire des sous. Également, ils abolissent l'esclavage au XVe siècle parce qu'un esclave, il n'est pas productif. Si vous ne lui tapez pas dessus, il ne fera jamais rien. Alors que si quelqu'un il reçoit de l'argent pour son travail, il est tout content de faire l'argent de son patron. Et plus il travaille, plus il gagne d'argent, motivation. Voilà. Et en plus, il peut payer des taxes, donc ce qui est quand même plus rentable.
Voilà, donc ça, c'est quelques images. À Dubrovnik, par exemple, à part les églises, comme vous voyez l'église de notre saint patron Saint-Blaise et les bâtiments administratifs, aucun palais, même pour les nobles, n'avait le droit d'avoir des sculptures. Ce qui fait que ça fait une ville très homogène. Hein. Et les nobles s'interdisaient eux-mêmes d'utiliser de la soie, des fourrures ou des dentelles, hein, dans l'idée justement de ne pas accentuer les dissensions sociales, pour une paix sociale. Vous voyez, quelques exemples, hein, il y en a plein d'autres, hein, de Dubrovnik. Dubrovnik n'a pas eu d'épidémie, hein, il n'a pas été ravagé de par son économie, comme des villes comme Venise, Marseille, etc., par la peste et ce genre de trucs, parce que le médecin était gratuit à Dubrovnik pour tous, et cela déjà dès le 8e siècle. C'est un des premiers systèmes en Europe à mettre en place des systèmes de quarantaine. Voilà, aujourd'hui, on connaît bien ça aussi, hein, malheureusement, mais au moment de la Grande Peste, ça avait déjà été le cas. Et Dubrovnik, c'était avant-garde, ce qui fait qu'ils ont réussi à se protéger. Voilà, donc quelques petites images de la ville. Alors, la présentation poétique s'achève. Maintenant, je vais passer à la présentation d'un programme pour vous montrer un petit peu comment on travaille. Alors, naturellement, il n'est pas tout au début. Alors, naturellement, avec Quel beau voyage, là, je vais vous présenter un autotour. Ça veut dire que, on a une ligne de produits, des programmes types. On les adapte, comme je vous l'ai dit, à vos souhaits, hein, pour faire le voyage que vous voulez. Et le principe, c'est quand vous arriverez en Croatie, le véhicule vous attend, hein, toutes les réservations sont faites, vous avez tous les vouchers, hein, les bons d'échange dans vos mains. S'il se passe un problème de toute façon pendant tout votre voyage jusqu'à votre départ en Croatie, hein, vous bénéficiez de notre assistance francophone 24 heures sur 24, il n'y a pas de souci. Et vous recevez aussi un dossier de route, hein, où on vous donne les bons plans, où se garer, des recommandations de restaurants, ce qu'il faut visiter, etc. Donc, ça fait un beau dossier, ça fait un beau guide bien complet juste pour vous en fonction de votre voyage. Et avant, on intégrait les GPS dans la voiture. Maintenant, comme tout le monde a dans son portable, on ne le fait plus, mais c'est toujours possible, hein, naturellement. Et dans le dossier de route, vous avez du point A au point B, au point C, etc. Toutes les adresses GPS, tout ce qu'il faut rentrer dans le GPS pour pouvoir faire votre voyage indépendamment. On a aussi un GPS professionnel, hein, un vrai GPS dans la boîte. Et pour nos randonnées, par exemple, on a nos randonnées en tracé GPSX. Donc, si vous n'avez pas une application pour le lire sur votre portable, on peut vous en donner, enfin, vous dire qu'est-ce qu'il faut télécharger, hein. Et donc, vous pouvez vous balader aussi dans la nature avec votre GPS qui vous indique le chemin. Voilà. Donc, même si vous intégrez des dimensions randonnée et tout, en autotour, vous êtes entièrement couvert. Naturellement, ça, c'est un autotour entièrement en voiture, mais on peut intégrer des croisières parce qu'on fait aussi des croisières en voilier, en catamaran avec un skipper. Hein, voilà, vous pouvez aussi prendre des croisières à la cabine, hein, où on fait du co-remplissage sur des routes préétablies, hein, par nos armateurs. Vous pouvez louer aussi des goélettes et tout ça si vous êtes voilà, une grosse famille, etc. Enfin, une grande famille, hein, c'est ce que je voulais dire. Et voilà. Donc, en fait, simplement, comprenez que à côté de ça, on fait aussi des circuits en groupe. D'ailleurs, le prochain épisode, c'est quand on vous présentera un programme en groupe. On est encore en train de travailler dessus avec Charlotte et Denise. Hein, mais bientôt, on vous proposera aussi un programme en groupe, que vous ayez quelques idées d'inspiration, au moins un programme type. Vous pouvez le prendre comme tel. Hein. De toute façon, il est conçu, vous verrez, pour que chaque jour, il a sa plus-value par rapport à un autre. Mais vous pouvez encore lui donner la dimension que vous souhaitez. Rajouter des randonnées, des visites guidées, plus de restos, plus de sport. Voilà. Simplement, il faut nous parler. Voilà. Donc, dans nos programmes, on vous donnera toujours un petit texte d'introduction pour pouvoir situer le programme dans le contexte historique et géographique croate. Là, c'est un programme qu'on a appelé Platine parce que c'est vraiment le grand classique qui connecte tous les grands paysages du pays, donc les plaines, les montagnes et le contexte méditerranéen. Et en même temps, vous voyez la Croatie avec cette forme de banane un peu toute tordue, et vous la faites en long. Hein. Donc, c'est entrée à la capitale Zagreb et sortie en toute beauté avec Dubrovnik, en passant par l'Istrie dont on avait parlé. Vous faites par un ferry, vous allez sur les îles du golfe du Corner, vous faites la Dalmatie, vous prenez un bateau ferry pour aller sur l'île de Korčula,
vous allez au Parc national de Mlete, la presqu'île de Péléchat jusqu'à Dubrovnik. Voilà. Petit résumé du programme, quelques photos. Voilà. Donc l'idée, c'est quand vous arrivez à Zagreb, de toute façon, nos hôtels, nous, on est transparent dans notre façon de travailler, où on vous donnera tous les éléments du voyage dès le début. Donc, on fera nos prix par rapport au prix qu'on a négocié avec nos partenaires. Et on a fait la comparaison avec plusieurs partenaires et des voyageurs en direct et ce genre de choses, etc. On est moins cher encore que quand on passe par des grands, comment dire, vendeurs de services à l'unité. Voilà. Donc, tout ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des prix concurrentiels. Donc, avec Quel Beau Voyage, on vous assure un voyage monté, bien conçu et, à mon avis, avec un très bon rapport qualité-prix. Ce n'est pas pour nous faire des fleurs, j'ai vérifié avec des gens en vrai. Donc, voilà. Donc, de toute façon, donc on vous donnera toujours le nom des logements où vous logerez. Si vous changez de logement, le prix change, puisque c'est basé sur le prix est transparent. Voilà, c'est le prix de cet hôtel. Ce n'est pas 3 étoiles ou 4 étoiles, prix idéal. Voilà, ça, c'est des stratégies que nous, on ne cautionne pas. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est d'être toujours d'un logement qui a une âme, un logement qui retransmet l'esprit du lieu, comme par exemple à Zagreb, on travaille avec Canopy by Hilton, qui justement est dans une ancienne entreprise de Zagreb, qui, dans son design, reprend beaucoup très finement l'héritage industriel et culturel croate. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup. En plus, il est au centre-ville, il vous permet à pied de visiter toute la ville, juste à l'entrée de la coulée verte de jardin qui mène au centre-ville. Donc, c'est en même temps un lieu très pratique et on y mange très bien. En plus, j'ai un cousin à ma femme qui travaille, il est le chef du restaurant. Donc, on est bien reçu. Voilà. Donc, voilà. Donc, Zagreb, ce que j'aime bien, c'est proposer d'aller découvrir l'authentique, d'aller dans une microbrasserie. Donc, c'est pas, bon, on vous donnera des adresses de bons restos aussi, mais l'idée, c'est d'aller dans une microbrasserie où on a très bonne bière et en même temps de découvrir cette culture populaire de la brasserie en Croatie. Voilà, d'aller s'immerger avec les locaux. Voilà. Donc, et on mange des spécialités naturellement locales. Ensuite, vous quittez Zagreb pour aller sur la côte avec Opatija, qui est un des plus anciens sites du tourisme croate, en bord de mer, avec une des plus longues promenades au bord de mer de Croatie qui fait 12 km, Lungomare. Voilà. Et ensuite d'aller à Rovinj, dans un très bel hôtel, 5 étoiles, qui regarde juste la vieille ville. En fait, de l'hôtel, vous voyez la vieille ville. Voilà. Et il est très, très bien intégré dans la nature, avec beaucoup d'espaces verts. Enfin, moi, j'aime bien quand il y a un côté aussi non seulement authentique, mais aussi écologique. Donc, niveau architectural, moi, j'avais étudié l'architecture en France. Donc, j'y accorde de l'importance. C'est un très bel endroit. Voilà. Donc, Rovinj, on en a déjà parlé, c'est une ville formidable. Et vous y êtes basé. Comme ça, vous pouvez sortir le soir parce que c'est quand même une ville qui a ses éclairages, qui a ses ambiances en soirée dans les ruelles torses. Donc, c'est vraiment un très beau site pour pouvoir sortir aussi le soir. Et comme on dit, on y mange très bien. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc, ensuite, aller visiter des grands sites culturels urbains. Donc, Poreč, avec la cathédrale de Frasius, que je vous recommande avec les mosaïques, l'amphithéâtre de Pula, et ensuite, on retourne à Rovinj. Ensuite, c'est aller à l'intérieur de l'Istrie, donc quitter la côte pour aller découvrir son côté continental avec ses villages fortifiés perchés. Donc, l'Istrie a un intérieur des terres très vallonné, et c'est là où se trouvent les truffes. Donc, Motovun, ville fortifiée, vous avez des très belles vues sur toute l'Istrie. Et ensuite, après Motovun, c'est d'aller dans un autre petit village où il y a chez un truffier, quelqu'un qui cultive des truffes. C'est une famille de truffiers depuis des générations et des générations. Donc, les concessions, je peux vous dire, moi j'ai été, comme je vous dis, avec des groupes, j'ai fait la blague, ouais, si je trouve une truffe, je peux la garder. Le gars, il fait non, parce qu'ils font garder leur terrain par des gars avec des fusils pendant toute l'année. On ne se balade pas là-dedans comme on veut.
Et donc, l'idée, puisqu'on paye, hein, donc là, on peut se balader avec le truffier. Hein, vous voyez, c'est vraiment comme ça. On va dans la forêt avec des chiens qui sont dressés pour la chasse, enfin, la cueillette. Hein, je sais pas, la truffe, ça court pas, mais la trouvaille des truffes. Et donc, on trouve des truffes dans la forêt, etc. Et ensuite, ces grosses dégustations, collation. Alors, je dis collation entre guillemets parce que quand on termine la collation, hein, on est le ventre bien rempli. Hein, voilà. Donc, je l'ai fait, c'est vérifié. Et je peux vous dire que j'ai amené plusieurs groupes là-bas, donc des amis de mon père. Hein, donc, vous pouvez être tranquille. Je n'aurais pas fait la bêtise de mettre le village à dos. Voilà. Donc ensuite, c'est partir dans les montagnes. Donc là, c'est un trajet un peu long. Hein, normalement, on essaie de faire des trajets d'à peu près 2 heures, 2 heures et demie pour ce qui est un petit peu humain. Bon, ensuite, bon, des fois, il y a des trajets un peu exceptionnels où on dépasse, on déroge à notre propre règle. Hein, là, vous allez dans les montagnes d'Inaric et loger dans une pension qui s'appelle Ethno House. Et son nom ne le porte pas. D'ailleurs, il ne le porte pas pour rien, parce que les maisons sont construites avec la pierre des fleuves, qui est aujourd'hui protégée, donc ça ne peut plus se faire, et avec des vieilles poutres en bois, comme à l'ancienne. En même temps, ils ont construit leur site et ont bénéficié d'un moment où il n'y avait pas encore toutes les règles des parcs nationaux bien mises en place, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le droit de faire de piscine dans un parc national. Eux, ils ont pratiquement l'unique piscine du parc national. Voilà. Vous êtes logé déjà parce qu'un parc national, il y a la zone de protection, la zone stricte où personne ne va, la zone de protection, et ensuite il y a la zone tampon. Eux, ils sont dans la zone tampon du parc national, ou alors il peut y avoir une implantation humaine permanente, mais elle est très contrôlée. Naturellement, c'est pour aller visiter le parc national des Plitvice, une merveille de nature classée par l'UNESCO, je ne reviens pas dessus. Ensuite, c'est descendre des montagnes. Alors, les vues et la route, elle est formidable. Et c'est de prendre un ferry. Hein, j'essaie de vous faire sentir aussi comment vivent les Croates, avec passer du continent aux îles par des ferries et tout, et d'aller sur l'île de Pag, du golfe du Quarner. Donc, vous allez arriver, elle est toute rocailleuse. Hein, voilà, comme ça. Et ensuite, vous allez découvrir toute la vie de l'île sur son côté ouest. C'est une ville où on mange bien. Rappelez-vous le fromage de Pâques, l'agneau à la broche, etc. C'est une île qui est très connue pour la confection de la dentelle. Et donc, vous la traversez comme ça. C'est surtout l'idée d'un road trip avec un petit arrêt éventuellement gastronomique à la ville même de Pâques. Parce que souvent en Croatie, le chef-lieu d'une île porte le même nom que l'île. Hein, comme ça, la ville principale de Hvar s'appelle Hvar, la ville principale de Korčula s'appelle Korčula, etc. Voilà. Et l'avantage de Hvar, c'est sur la partie sud, elle est connectée au continent par un pont. Donc, vous passez le pont et vous arrivez à Zadar. Donc, voilà, pour y loger et visiter la ville. Donc là, vous rentrez en Dalmatie. Ensuite, vous voyez, toujours on essaie de coupler culture, nature et gastronomie, hein, d'essayer des journées urbaines, les changer avec des journées, enfin, les alterner avec des journées nature, en fonction de l'intérêt des sites naturels. Donc ensuite, le parc national Krka, hein, lui, il y a un petit village ethnographique en plus, ce qui permet de voir un vieux village dalmate typique, avec la ville de Šibenik, cette ville croate. Et ensuite, là, vous voyez comment on change aussi l'esprit des logements. Donc l'hôtel Nico que vous avez proposé à Zadar, c'est une pension vraiment de très haut niveau, en bord de mer, mais d'architecture moderne. Et ensuite, mais c'est une pension familiale, les gens sont formidables. Et là, c'est d'aller loger dans la vieille ville médiévale de Trogir, dans une vieille maison restaurée. Ce qui est super sympa, c'est que le mobilier, il est rustique, mais ils ont fait tout un design avec des couleurs pastel modernes. Donc, c'est un très beau mariage de design moderne à l'ancienne. Donc, et ça permet de vivre une ville dalmate ancienne en vrai et en soirée. Voilà, vous êtes immergé dedans. Voilà, c'est aussi une petite pension familiale. Hein. C'est ce qu'on promouvoit en général. Mais comme vous avez vu à Rovigne, on sait mettre aussi des structures, si ça vaut le coup, des structures un peu plus grandes où vous avez quand même des services un peu différents pour aussi créer une variation dans le logement même. J'essaie toujours de vous sortir le meilleur logement d'un territoire et en variant sur l'ensemble. Voilà. Trogir, hein, une des villes médiévales les plus célèbres d'Europe aussi, même si elle est très petite, elle est sur une île. Donc on va du continent à Trogir par un pont
et de Trogir, comme vous le voyez là, et de Trogir à l'île suivante par un autre pont. Hein. Donc, de pont en pont, on va d'île en île. Hein. Donc, c'est assez sympa. Donc, Trogir, c'est plein de ruelles torses, ville fondée par les Grecs. Hein. Trogir vient de Tragos, le bouc. C'est l'île des boucs. Voilà, ensuite Split, monument romain vivant, hein, je vous en ai parlé. Un des sites les plus remarquables de Croatie. Là, je vous recommande vraiment Split et Dubrovnik. C'est vraiment deux villes où je vous recommande de prendre un guide local parce que c'est des villes qui vraiment méritent le commentaire. Voilà. Ensuite, c'est prendre le bateau ferry. Hein, ça fait faire en même temps une jolie petite croisière de 2-3 heures à travers l'archipel de Split. Hein, donc, c'est les ferries, vous rentrez avec la voiture. Ils ont plusieurs salons, ils ont des balcons extérieurs où vous pouvez regarder la mer, tout. Donc, c'est assez sympa. Vous pouvez boire un café. En plus, c'est climatisé, donc ils sont vraiment très bien. Et vous arrivez à Korčula, dans la petite ville de Vela Luka, qui a inspiré beaucoup de chanteurs. Et ensuite, vous traversez toute l'île de Korčula avec ses vieux paysages méditerranéens et ses vieux villages authentiques. Donc là, c'est logé à nouveau dans une vieille maison d'armateur en pierre restaurée dans un hôtel vraiment top, hein, à nouveau 4 étoiles. Donc là, on est sur du 4-5 étoiles. À Plic Pizé, on est en 3 étoiles, mais ça vaut, il vaut beaucoup plus à mon avis. Voilà. Et parce qu'en plus, le propriétaire, toutes les chambres, il a fait dans un bois différent. Il y a une chambre en noyer, il y a une chambre en acacia. Enfin, vraiment, c'est super. Voilà. Ensuite, il est juste à côté de Korčula, au bord de la promenade piétonne et juste en bord de mer. Donc, tous les ingrédients sont là pour vous baigner et pour visiter la ville de Korčula. Voilà. Ou à Korčula, ils ont un très joli spectacle de la danse Moreshka. Voilà, ça rappelle un peu les danses turques parce qu'à l'époque, pour se protéger contre les Turcs, chaque village avait une troupe de jeunes qui s'entraînaient pendant toute l'année au combat des épées. Et donc, une fois par an, ils faisaient une démonstration de leur art par une sorte de chorégraphie. Et c'est rentré dans les mœurs. Et encore aujourd'hui, les villages de Korčula, bon, ça s'est perdu dans d'autres endroits, mais les villages de Korčula ont leur coude. Hein, coude, c'est un groupe de danseurs mâles et qui font la danse du sabre. Voilà. Donc, et puis, c'est un spectacle qui peut se visiter en soirée. Voilà, on peut y assister en soirée, donc c'est assez sympa. Ensuite, Korčula est très bien connecté comme île, donc c'est prendre une ligne de catamaran rapide pour aller au parc national de Mljet. Hein, le catamaran vous amène directement au parc national et ces petites journées randonnées, baignade dans un très joli parc. Ensuite, petite matinée de repos et ensuite, en fin de matinée, vous sortez de l'hôtel pour prendre un ferry pour aller sur la presqu'île de Pelješac, connue pour de très anciens cépages. Hein, le premier vin qui a eu son appellation d'origine contrôlée est justement de la presqu'île de Pelješac. Hein, c'est le vin qui s'appelle Dingac, c'est un vin rouge. J'ai oublié de vous dire qu'en Croatie, les premières traces de la viticulture, c'est 14 000 avant Jésus-Christ. Donc, le vin, ça fait longtemps qu'on sait ce que c'est et qu'on en boit. Et donc là, c'est vraiment des vignobles très impressionnants avec des coteaux très, très abrupts. Donc, c'est une île très sauvage de toute façon. Hein. Vraiment, traverser l'île en voiture, c'est un road trip à part. Ensuite, s'arrêter à Stone, qui est une petite ville connue pour la mariculture, hein, notamment l'huître d'origine méditerranéenne qui a été préservée, hein, notre espèce endémique. Sachez que beaucoup d'huîtres d'origine ont été décimées par les maladies. Hein, donc, c'est assez rare d'avoir conservé des huîtres d'origine. Hein, la plupart des huîtres, et même en France, hein, viennent du Japon. Hein, c'est des espèces japonaises. Voilà. Et ensuite, loger, pas à Dubrovnik, mais un petit peu à l'extérieur, hein, dans les très beaux, ce qui vous permet d'avoir un espace qui respire un petit peu, d'avoir des très beaux accès à la mer et de la nature, et ensuite d'aller à Dubrovnik par la mer, parce que Dubrovnik a été conçu pour être vu depuis la mer à l'origine. Donc, depuis le village Mlini, ou enfin Kupari, hein, c'est juste à côté, et bien à Kupari, vous avez un petit port qui vous permet de prendre une ligne de bateau pour aller à Dubrovnik, directement à la vieille ville. Donc, ça vous permet d'éviter un trafic dense autour de la vieille ville et surtout un parking onéreux. Et donc, ça vous fait traverser la Riviera pour aller à Dubrovnik à l'ancienne, c'est vraiment top. Voilà. Donc, Dubrovnik, voilà, c'est vraiment un des sites les plus remarquables du pays, avec une histoire qui en vaut, qui est une belle leçon. Et ensuite, dernière journée, visiter un très joli petit village de la Riviera de Dubrovnik, Cavtat, et d'aller faire
un dîner gastronomique pour découvrir la cuisine sous la cloche. Hein, donc, ça, c'est intégré dans le programme parce qu'il faut le réserver à l'avance. Parce que c'est en fait, le principe, c'est comme vous voyez sur l'image, c'est sur un lit de braise, on pose une assiette de métal avec de la viande d'agneau et de veau. Hein, il faut toujours une viande grasse de toute façon, des pommes de terre, quelques herbes aromatiques, pas de graisse rajoutée. Et on met cette cloche en métal, comme vous voyez là, et un anneau par-dessus, ce qui permet de maintenir les braises sur la cloche. Et ça cuit pendant 3 heures à l'étouffer. Donc, vous ne pouvez pas débarquer dans le restaurant pour dire « Ouais, maintenant, je vais manger à la cloche ». Il faut le réserver à l'avance. Hein. Et en plus, il faut qu'ils ont l'agneau et tout. Donc ensuite, ce qui est formidable, c'est que la viande et les pommes de terre deviennent toutes croustillantes à l'extérieur. C'est cuit dans la graisse de la viande, dans la vapeur de graisse, en fait. Hein, donc, c'est tout moelleux à l'intérieur. Avec les petits vins locaux, ça vous glisse sur le palais, dans la gorge. C'est un vrai régal. Et en même temps, c'est mangé dans la nature, dans l'arrière-pays de Dubrovnik, au bord de la rivière Ljuta. Hein, donc, c'est un cadre de nature formidable. Voilà. Donc, en fonction de combien de personnes vous êtes, hein, on adaptera le véhicule. Hein. Si c'est 2 personnes, c'est un véhicule de type Clio, hein, de catégorie B. 4 personnes, on prend un style limousine, hein, Skoda Octavia. Hein, et ensuite, si vous êtes plus, jusqu'à 9 places, vous pouvez aller dans un van. Voilà. On a aussi des formules avec guide chauffeur. Hein, ça aussi, c'est assez sympa. Donc, c'est lui qui conduit. Tous les frais d'essence, de péage, de parking, c'est lui qui gère tout. Il gère tout le côté technique aussi du voyage. Et en même temps, il peut vous faire des commentaires. Donc, on fait pas mal de ces formules avec guide chauffeur. Donc, c'est vraiment le top du confort dans ces cas. Par contre, c'est plus cher dans le sens où il faut le payer. Tous les frais sont intégrés du coup. Et l'essence et tout ça, comme j'ai dit, les péages. Et également, il faut le nourrir, le bonhomme, et il faut le loger. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, il y a possibilité de donner une dimension sportive dans ces voyages, la randonnée, mettre l'accent dessus, intégrer des croisières. Hein, ça peut être sympa de couper un autotour par une croisière en bateau avec un skipper et tout, dans un joli voilier, hein, faire le tour des îles. Comme ça, vous pouvez vous arrêter dans des criques que vous ne pouvez pas accéder par voiture. C'est vraiment une très belle façon de découvrir les 1200 îles du pays. Enfin, voilà. Ensuite, des expériences ethno et tout ça, des restos. Comme vous le voyez, la Croatie a énormément à vous offrir. Hein, et je vous invite à faire votre demande et à venir découvrir notre beau pays qui est vraiment au cœur des civilisations et des paysages méditerranéens européens. Voilà. Bravo. Moi, je veux juste noter Suzanne qui dit « j'ai faim » parce qu'il est quasiment midi, puis là, tu nous donnais la faim avec le menu, puis c'était vraiment très chouette. Puis tu as beaucoup de très beaux commentaires, parce que c'est vraiment une belle présentation. Personnellement, ça fait la 3e fois que je la vois, puis à chaque fois, avec Denise, je pense qu'on a nos valises qui sont prêtes à partir. On est prêtes, Il va falloir venir, hein. Il va falloir venir. C'est pas le tout de le vendre aux autres, hein. Il faut aussi venir. Hein. Oui, je suis déjà allée, mais je veux dire, on va la refaire, c'est sûr. Écoute, c'est une belle présentation. Moi, je peux dire que ta présentation, justement, tu as démontré le côté authentique, humain. Moi, j'aime travailler avec des agences, justement, réceptives de dimension, je dis toujours de dimension humaine, pour justement humaniser, que ce soit près des gens. Et je pense que tu as super bien répondu à cet effet-là. J'ai vu passer des questions rapidement, mais il y a très peu de questions. Je pense que les questions, il y avait une dame qui demandait si on faisait les partages. Oui, en autant qu'on a des demandes. Donc, ça sera à demander. Ce qui est important à vous signaler, Roger l'a signalé, nous allons faire un programme petit groupe. Nous, chez Quel Beau Voyage, les groupes, c'est maximum entre 20 et 25. On ne remplit pas les autocars, c'est pas vrai. Donc, c'est 20-25 personnes, justement pour donner une qualité, une authenticité au programme. On travaille avec des bons hôtels de qualité, bien sûr.
Comme vous avez vu, Roger peut vous proposer plein de choses, des circuits, de l'auto-tour, comme on vient de voir, de la croisière, de la randonnée, de la station balnéaire, des combinés aussi. On peut combiner la Croatie avec d'autres pays. Je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé si on pouvait, oui, très bien, avec que ce soit le Monténégro, la Bosnie, Herzégovine, la Slovénie, en fait, les pays Balkans. Oui, on peut combiner aussi, il y a plein de choses. S'il y a des gens qui sont un petit groupe, on peut y aller aussi à votre convenance sur mesure. Voilà pour Charlotte. Est-ce que tu as vu passer des questions? Non, parce que c'est juste le commentaire qu'il n'y a pas de minimum de personnes. Vous êtes tout seul, vous voulez partir en Croatie, on peut s'occuper de vous, on peut vous monter quelque chose ou à partir de 2 personnes. Ce qui est proposé aussi, c'est c'est le modèle parfait, je pense, qui permet de voir en 15 jours le plus beau de la Croatie, mais c'est modulable, comme le dit Denise. J'ai une question à savoir au niveau de la plongée. Est-ce qu'on a de la possibilité de faire de la plongée durant le parfait? Parce qu'on Pas de problème. Il y a plusieurs endroits. Corfou, sur les îles, c'est super de le faire. Ou dans le sud de Dubrovnik. Là où, en tout cas, pour faire de la plongée où c'est pas urbanisé. Vous avez les belles concrétions, les coraux et tout ça. Ouais, sous la mer, c'est formidable. Hein. Et on le fait, il n'y a pas de souci. On a même des plongeurs francophones. Donc, oui, j'imagine. Puis tout ce qui est question plus technique, j'ai vu des questions sur les taxes hôtelières, sur ces choses-là. Envoyez-nous un petit courriel peut-être à info@quelbeauvoyage.com. Ça, on regardera parce que ça va dépendre, de l'hôtel, je pense, ou de la ville des fois. Ben, en tout cas, selon la ville, habituellement en Europe, c'est pas le même coût. Ou à moins que tu les inclus directement, Roger, toi, les taxes hôtelières? c'est quoi la question là? Les taxes hôtelières, tu sais, le fameux 1 euro, 2 euros par jour. Ah non, c'est inclus dans nos prix. Hein, Oh, tu l'inclus, parfait. Ouais, ouais. Moi, de toute façon, dans le programme, c'est très précisément marqué hein, ce qui est inclus et ce qui n'est pas inclus. Hein. Donc, tout ce qui concerne l'hôtellerie, nous, c'est entièrement compris, les taxes et tout, il n'y a pas de surprise. Si, par exemple, il y a des frais comme quand vous êtes en voilier, il y a des taxes de portuaires en fonction de là où le bateau s'arrête qui ne peuvent être payées que sur place. Donc là, mais c'est marqué dans le programme. Dans ces cas-là, les taxes portuaires ne sont pas comprises. Il faut compter 2 euros par personne par port. Mais en ce qui concerne le terrestre, les hôtels et tout, voilà, si l'entrée elle n'est pas comprise, il y aura marqué dans le programme entrée non incluse. Donc, on sera entièrement transparent et il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Une question de Mme Jasmine qui demande, ai-je bien compris que si nous avons reçu nos 2 vaccins, nous sommes exemptés des tests? Alors oui, je lui ai répondu. Là, j'ai vu la question. Si vous êtes vacciné et vous avez l'attestation de vacciné avec les 2 doses, vous n'avez pas besoin de test. Donc c'est soit le test, soit être vacciné, soit avoir eu la corona. OK. Donc, c'est vraiment que ça s'adresse à n'importe quelle nationalité. C'est pas seulement, ça ne s'adresse pas seulement aux Européens. Ça veut dire qu'un Canadien arrive actuellement en Croatie, s'il y a les 2 tests, pas de problème. Là, on ne pourra pas partir tout de suite. Mais... La maladie, elle ne connaît pas les nationalités. Non. Par contre, faites attention, c'est pour le retour au Canada par la suite, c'est moins le fun ensuite. Faites attention quand même. Les Canadiens vont vous demander, ça, je ne sais pas. Oui. Je sais que la France, par exemple, alors rigolez bien, la France, alors pour rentrer en Croatie, c'est comme je vous l'ai dit, hein, soit. Par contre, en France, même si vous êtes vacciné et que vous voulez retourner en France en tant que Français, il faut refaire un test. Donc, vérifier. Donc, je ne sais pas la logique, hein, je n'ai rien du tout. Hein, on espère que regardez chez vous. Mais de toute façon, nous, comme dit, on a des contacts. S'il faut faire un test, ce sera vite fait, soit à l'hôtel, soit dans une clinique privée. Je ne vous ferai pas aller à l'hôpital croate, donc vous ne serez pas traumatisé par les services de soins locaux. Donc, je constate qu'en Europe actuellement, parce que nous, comme Charlotte disait, avec les restrictions d'entrée, mais je pense que ça va se tasser avec le temps, on espère bien. Par contre, on voit qu'en Europe, à travers les pays, ça commence à s'alléger.
Donc, ça veut dire que nous, les prochains, quand les vols vont débuter et tout, on va pouvoir y aller d'une façon toujours. Mais je pense que les 2 vaccins vont être obligatoires. Le carnet vaccinal va être obligatoire pour entrer dans la plupart des pays Mais de toute d'Europe. façon, on le revérifie à chaque fois, Denise, parce que c'est des choses qui peuvent changer Ben aussi oui, à partir Ouais. des vagues, puis avec tout ça. En ce moment, Même c'est si on très dit quelque compliqué. chose ça peut être différent, surtout que c'est enregistré. Donc, si vous la regardez en 2024, ça sera peut-être pas la même chose qu'aujourd'hui. On ne donnera pas on donnera pas trop d'informations. De toute façon, c'est ça aussi l'avantage de passer par une agence. Hein. Nous, on suit les choses et on peut régler tous les problèmes. Comme là, en ce moment, notre rôle, il est d'autant plus justifié dans le sens où les mesures changent tout le temps. Même les gars qui les mettent en place, ils s'en sortent plus. Hein. C'est juste pour vous dire. Donc, nous, on est là, on a les contacts, on suit les affaires. On a su l'année dernière, par exemple, changer en dernière minute. Malheureusement, moi, j'aime bien quand les voyages sont organisés bien à l'avance, comme ça, tout est rodé, on est tranquille, on voit les choses venir. J'aime bien quand c'est carré, moi. Mais là, on se retrouve à faire souvent des changements de dernière minute parce que la Slovénie, elle a fermé sa frontière au dernier moment. Donc, on a fait plein de changements de programme aux dernières minutes juste pour qu'ils soient réalisables, pour pas que les gens ont besoin de faire des tests. Donc, on est là, on suit les choses. Comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce que vous repartez de Croatie, qu'on est sûr que vous n'êtes plus là, nous, on s'occupe de vous. Et s'il faut faire des changements, voilà, on le fait, hein, on est là. Par exemple, les 2 circuits que j'arrive, je ne les ai toujours pas organisés. J'ai honte de le dire en tant qu'agence de voyage. Hein, je n'ai même pas encore fini parce qu'il faut changer les autres. On a changé les hôtels au dernier moment pour éviter certains sites, pour éviter que les gens ne voulaient pas trop se vacciner, pour ne pas revenir comme des clowns avec le nez tout rouge. Donc, on a fait plein de changements de dernière minute, ce que normalement, en temps normal, je vous aurais dit non. Voilà, moi, j'ai tout organisé, c'est réglé. J'aime pas ce genre de truc. Bon, on s'adapte, mais alors juste quelques questions que je vois par rapport au tremblement de terre. Oui, la Croatie a été pas mal affectée, notamment Zagreb. Malheureusement, ils ont connu 2 tremblements de terre plus des inondations. Et au début de l'année dernière, un météore leur est passé dans le ciel. Donc c'est pour vous dire que eux, il leur manquait plus que Godzilla avec après la corona. Oui, la ville a été pas mal affectée, mais très vite, elle a été sanifiée. Et j'y suis allé justement après, en Istrie. Au mois de juin de l'année dernière, tout de suite, je suis allé à Zagreb pour voir un peu la ville se visite. Vous verrez à peine les dégâts. Hein. Donc, il y a des façades qui sont naturellement avec comment dire, des filets qui les cachent parce que c'est les bâtiments les plus affectés. Mais la ville est visitable, elle a gardé son charme. Il y a certains hôtels qui sont fermés parce qu'il y a des problèmes statiques et tout. Mais celui que je vous ai conseillé, naturellement, il fonctionne, il est bien. Il n'y a pas de fissure au-dessus du lit, ce genre de choses. Donc, oui, en fait, le tremblement de terre a surtout affecté des bâtiments anciens qui n'ont pas été restaurés un certain temps et tout, où par exemple les habitants ne se sont pas mis d'accord pour la restauration. Les bâtiments qui ont été bien entretenus ont été très peu affectés ou alors ont été très vite restaurés. Mais c'est vrai que la ville a été pas mal secouée. Hein. Moi, j'ai un ami, j'ai bu un coup avec lui la semaine dernière, il est venu à Dubrovnik. Il m'a dit qu'ils avaient une couche, comme il habite au centre, il avait une couche de 5 cm de poussière dans la maison. Donc, c'est rentré partout. Et les fenêtres, elles étaient comme ça, elles ont bougé comme ça. Ouais. Mais par exemple, la fenêtre, elle a bougé comme ça, mais le verre n'a pas cassé. Oui, donc quand même, il y a une plus grande élasticité dans les bâtiments qu'on peut le croire. Ouais. Roger, dernière question. Monsieur Claude demande quel est le coût de la vie en Croatie? C'est comparable à quel pays? La Croatie n'est pas un pays peu cher. Hein. Le coût de la vie, moi, je le comparerais à ce qu'il y a, par exemple, c'est assez proche de ce qu'il y a en France, le coût de la vie. Par contre, le salaire, il est en moyenne pratiquement 2 fois plus bas. Donc, ça fait un pouvoir d'achat pour les Croates 2 fois plus bas. Bon, elle fait partie de l'Union européenne. Très vite, les prix se sont alignés sur ceux de l'Union européenne. Il y a une forte TVA en Croatie, hein, on est à 19%. Hein, ensuite, je ne sais pas combien on est au Canada, mais oui, on fait pas des grandes affaires. C'est pas en même temps, du coup, ça fait pas une destination qui est peu chère. Donc, c'est pas une destination qui est excessivement chère comme certains sites très connus en Europe. Bon, je ne vais pas citer de pays pour pas dénigrer d'autres destinations. Il faut la voir comme une destination de prix moyen.
Hein, c'est pas en Croatie que moi j'ai des gens qui ont dit ouais mais moi je suis parti en Éthiopie pour beaucoup moins d'argent. Ok, bon. Ça se Ouais, compare pas. Voilà, donc il y a des non. destinations moins chères. Moi je suis parti aussi en Thaïlande pour moins d'argent que ce que j'aurais payé en Croatie. Hein, voilà, donc qu'est-ce que vous voulez? Il y a des destinations plus chères, moins chères, mais au niveau du prix, c'est à peu près le même prix que vous avez en Italie, en France, en Allemagne. Le niveau des prix, c'est pareil. Roger, merci. C'est tout le temps qu'on a parce qu'habituellement, on fait à peu près 1 heure. On a fait 1 heure et presque et Mais demie. bon, je suis un gros parleur et en Croatie, on parle beaucoup. Suzanne dit j'ai faim. Donc, Suzanne dit j'ai faim. Merci infiniment pour tous ces détails. Vraiment, on sent ta passion. Je pense que ce qu'on a présenté cet avant-midi, c'est complet. C'est vraiment complet. Donc, les gens, nous, actuellement, on est en train de travailler justement sur un programme. Et tout à l'heure, à cause de la discussion COVID, on va déterminer si ça va être au mois de mai qu'on fait un premier groupe ou si on attend jusqu'à l'automne parce que justement, à cause de toutes les conditions du Canada, on sait qu'on peut rentrer en Croatie, mais c'est ici au retour qu'on attend encore un petit peu à déterminer. Alors, aussitôt que notre programme, notre date sera arrêtée, on va vous inviter. Alors, tous les gens se sont inscrits. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits qui n'étaient pas présents. On va envoyer le lien de la présentation à tous ces gens-là qui pourront l'écouter à leur convenance. Charlotte vous a mis sur le chat le lien pour le programme que Roger a présenté en autotour. Quand le programme groupe sera arrêté, on va le mettre aussi sur le site web. On va faire une présentation focusée que sur ce programme-là pour avoir beaucoup plus de détails. Alors, sur ce, merci Roger, merci de ton temps, merci de ta collaboration, c'est très, très apprécié. C'est vraiment, j'ai le goût, là, vraiment, moi, comme je dis souvent, les pieds me chauffent, j'ai hâte de partir et je te promets que je vais aller te visiter en 2020, j'ai même l'intention d'y aller en 2021. Alors, voilà, et merci à tout le monde d'avoir été là jusqu'à la fin, c'est super, on est très contents.